à toutes, bonjour à tous. Beaucoup de têtes connues. Merci de m'accueillir. Je suis chargé de planter le décor, donc je vais le planter. Je vais commencer par revenir sur la big picture de cette question de transition dans les territoires, en vous disant que ce qui arrive, c'est une grande bascule. Je le répète souvent, aujourd'hui, nos territoires, nous, la France, et c'est même valable en Europe, l'essentiel de nos consommations d'énergie, c'est des énergies fossiles. Et en France, c'est plus de 60%. Voilà. Il y a des modes d'énergie qui sont beaucoup moins carbonés. L'électricité en est un, c'est même le principal, mais aujourd'hui, c'est que 25%. Et donc, il faut qu'on sorte de ça, que d'ici 2050, c'est plus de 60%, ce soit zéro. Voilà. Alors, c'est une révolution copernicienne pour les énergéticiens, et je vais y revenir, c'est une révolution copernicienne pour les usages. Alors, les usages, c'est qui? En fait, c'est les ménages, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est nos employeurs, c'est les usines, c'est le tertiaire, c'est la mobilité, c'est nos voitures, c'est nos camions, c'est même nos avions. C'est tout. Ce ne sera pas que de l'électricité décarbonée, ce sera aussi des bioénergies essentiellement issues de la biomasse. Ce sera majoritairement de l'électricité demain. Voilà. On passe d'un monde majoritairement fossile à un monde majoritairement électrique. On fait ça pour le climat. On s'est engagé lors de l'accord de Paris. L'Europe a pris des engagements. Il y a le mot souveraineté dans le titre de ces tables rondes. On le fait aussi pour des questions de souveraineté. Bien évidemment, ce thème il prend beaucoup plus d'acuité depuis la guerre en Ukraine, mais c'est un vieux sujet, en tout cas en France, parce que souvenez-vous, pour les plus vieux d'entre nous ici, que les chocs pétroliers, ça a donné un coup de boost à ce que la France s'engage dans un programme électronucléaire qui nous donnait de l'indépendance et qui nous permettait de produire de l'énergie décarbonée. Et donc, du coup, cette trajectoire d'électrification, cette grande bascule, elle est deux fois bonne. C'est bon pour le climat parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est bon pour la souveraineté. En tout cas, c'est toujours bon pour ça. Et donc, tout ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'on consomme plus d'électricité demain. On va en consommer plus, mais je vais dire, il faut qu'on en consomme plus. Si on n'en consomme pas plus, ça veut dire qu'on ne bascule pas nos usages du pétrole vers l'électricité. Donc, c'est un bon indicateur du rythme auquel on va. Et d'ailleurs, 2023, 2024 et 2025, ça risque de ne pas être sur le rythme. On ne bascule pas assez vite. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est plus de consommation? Ça signifie dans les territoires. J'ai devant moi des acteurs des territoires, en tout cas des agents économiques qui interviennent dans les territoires. Mon thème, c'était installer un mix énergétique dans les territoires. Le verbe installer, il est bien choisi. Ça veut dire installer des équipements de consommation, donc changer des équipements dans le tertiaire, changer des équipements chez les ménages, mais aussi changer des équipements publics. Et pour ça, le bon exemple, c'est les bornes électriques, les bornes de recharge. Aujourd'hui, en France, il y a 127 000 bornes publiques de recharge pour les véhicules électriques. Les objectifs gouvernementaux, c'est de passer à 400 000 en 2030. Il faudra qu'on en ait beaucoup parce que si on veut être sur notre trajectoire de mobilité légère, il faudrait que d'ici 2035, on ait de l'ordre de 18 millions de véhicules électriques ou de véhicules hybrides rechargeables. Aujourd'hui, on dépasse à peine le million, donc vous voyez que l'effort à faire est absolument considérable. On installe ces équipements de consommation, mais tout ça, il faut bien que ce soit alimenté. Donc, on l'alimente par du réseau de distribution. Donc, pour les élus locaux, c'est des travaux de voirie, c'est des nouveaux équipements, c'est des nouveaux tuyaux. Et au-dessus de ces réseaux de distribution, il y a le réseau de transport pour faire bouger toutes ces grandes masses d'énergie. C'est la colonne vertébrale du système électrique européen. Et au-dessus de ça, il y a la production. Alors, la production décarbonée, on en a déjà beaucoup, mais il en faudra plus, puisque je vous ai dit qu'il fallait qu'on consomme plus. Donc, il faudra qu'on produise plus. Et à court terme,
Alors chez moi, le court terme, ce n'est pas demain matin, c'est d'ici 2030-2035. Vous savez qu'on n'aura pas de nouveaux réacteurs nucléaires, donc il faudra faire des énergies renouvelables. Et si on veut être sur notre trajectoire sur laquelle on s'est engagé en Europe, le Fit for 55, avec ce jalon 2030, il faut que d'ici une dizaine d'années, on produise 4 fois plus d'électricité issue des installations d'énergie renouvelable électrique en volume. Il faut que tout le monde ait cet ordre de grandeur en tête. Fois 4, d'ici 2035, c'est beaucoup. Et bien évidemment, ça concerne les territoires. Ça crée une empreinte. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que ça va se voir. Et vous le savez déjà, ça se voit déjà, mais ça va continuer à se voir. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, les puits d'extraction du pétrole et du gaz, on ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas chez nous. Et même les unités de transformation de ces énergies, elles sont presque plus chez nous. Donc c'est un mode de production d'énergie qui est invisible. Bah demain, si on veut parler climat et si on veut parler souveraineté, c'est l'apparition, le développement d'une infrastructure nouvelle. En tout cas, elle existe déjà, mais son agrandissement sur notre territoire. Et donc, ça va se voir. Alors, est-ce que c'est acceptable par les Français? Est-ce que c'est acceptable par les territoires? C'est difficile à dire. Vous êtes tous bien placés pour savoir que ça fait controverse. Moi, en tant que maître d'ouvrage de cette colonne vertébrale du système énergétique français, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est à nous, maîtres d'ouvrage, d'être bons. Mais moi, je crois qu'il y a des conditions nécessaires à ce que ce nouveau système énergétique puisse être implanté dans les territoires. La première condition nécessaire, c'est que je crois qu'il faut que ça signifie de la croissance territoriale. Donc il faut qu'il y ait du renvoi de valeur. Alors c'est vrai, parce qu'il faut qu'on fasse travailler des entreprises nationales et des entreprises locales. C'est-à-dire plus les acteurs économiques locaux sont impliqués, mieux c'est. En gros, plus cette nouvelle infrastructure énergétique, elle crée de la croissance nationale et de la croissance locale, mieux c'est. Ça doit passer aussi par un pacte économique avec les collectivités territoriales. Loïc sera là tout à l'heure, je ne sais pas s'il l'évoquera, mais je pense que c'est important. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est pas au bout de cette répartition de la valeur, notamment en termes de fiscalité. Moi, je le dis devant vous, je pense que les choses ne sont pas encore assez bien distribuées pour que les territoires concernés en tirent profit. Puis je crois aussi que ça signifie un nouveau deal ou un deal différent entre la ville et la campagne. Parce que la ville, c'est un centre de consommation d'énergie, mais ce n'est jamais un centre de production d'énergie. Et donc, il faudra travailler sur ce deal ville-campagne pour que tout ça, ça puisse être accepté au mieux dans les territoires. Deux autres conditions, et j'ai fini. Je suis trop long, monsieur? Trois autres remarques pour finir. Donc, cette empreinte, il faudra quand même qu'on la limite. Donc, il y a une question de mutualisation. Ces infrastructures nouvelles, il faut qu'elles profitent au maximum d'usagers, de clients, d'industriels, de ménages. Alors, comment est-ce qu'on mutualise? Eh bien, en planifiant et en discutant avec les élus, parce qu'il faut que nous, on arrive à donner aux élus une vision long terme pour qu'eux aussi puissent organiser leur territoire via la planification. Et puis, je vous prends 10 secondes pour vous faire part d'une remarque personnelle avant que des élus prennent la parole. Vous dire que moi, vous entendrez peut-être le terme de territoire autonome en énergie dans ces différentes sessions. Vous dire que moi, je suis assez partagé sur le concept. Parce qu'autant parler d'un territoire autonome, c'est bien en tant que ça crée une dynamique sociale et politique pour qu'on s'y mette tous, de changer nos modes de consommation et de production et d'une certaine manière qu'on insère des nouveaux pylônes ou des nouvelles éoliennes dans nos territoires. Mais il ne faut pas que ça laisse à penser que demain, chaque territoire sera strictement autonome en énergie en tant qu'il serait isolé des autres.
Des territoires isolés en énergie qui ne communiquent pas donc avec les autres, c'est un système énergétique qui est cher. Et donc moi, je pense que la bonne approche, c'est que chaque territoire se demande comment il va contribuer à cette transition en fonction des ressources naturelles qu'il a. J'ai de la mer, j'ai du vent, j'ai du soleil, j'ai de la biomasse. Et je crois que si on se met dans cette perspective-là, on arrivera à lier cette question de la transition avec ces questions du destin territorial, de notre destin national et aussi du destin de l'Europe, puisqu'il s'agissait de parler souveraineté. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Merci Xavier, merci, vous pouvez l'applaudir, merci beaucoup. Je vous laisse regagner votre place. Et nous allons bien sûr continuer cette conversation autour du mix, parler du mix énergétique pour la souveraineté des territoires. Et pour cela, j'accueille sur scène 3 personnes. J'ai le grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui la directrice générale de Solarona, Maëlle van der Kam. Nous avons également la vice-présidente qui est en charge des activités réseau chez Engie, Cécile Prévieux. Et enfin, le président Région Bretagne, Loïc Girard, excusez-moi. Installez-vous. Donc Loïc, je peux le dire maintenant, hein, on est entre nous. Hein, donc j'ai tellement, je m'étais dit c'est un prénom très original, je connaissais Loïc et pas Loïc, et que j'ai buté sur votre nom de famille, donc ça va pas. Mais en tout cas, ravi de vous avoir tous les 3 pour parler de ce sujet. Donc on a entendu Xavier qui a un peu planté le décor. Donc le mix énergétique, c'est une opportunité justement à saisir collectivement. Il est pensé en fonction des territoires et ses parties prenantes. Loïc, vous êtes le président de la région Bretagne. Donc comment est-ce que vous travaillez? Comment mettre en place? Quels sont les enjeux? Peut-être quelques mots avant de démarrer. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, le premier enjeu, c'est de se dire tous que c'est une aventure extraordinaire que de se passer du fossile. Ça ne fait que 150 ans qu'on est dans le fossile. Ça a été une révolution formidable qui a généré beaucoup de richesses, beaucoup de capacités à produire à des coûts qui ont permis la qualité de vie que nous avons aujourd'hui. Et maintenant, il faut en sortir. Et en sortir non pas en 150 ans, mais en 30 ans. C'est un combat gigantesque, titanesque, et chacun doit prendre sa part. Et en parallèle, on doit faire en sorte de garder la démocratie. Et je le dis parce que le choc de la transition vers le bas carbone peut se mener avec une telle violence qu'on peut perdre les commandes et se retrouver soit avec des violences sociales, soit avec des chocs démocratiques considérables. Et en tant qu'élu, c'est vraiment une obsession au quotidien. Pour réussir cela, il faut, je pense, éclater les différentes silos dans lesquels nous sommes enfermés et se dire qu'on est tous embarqués dans cette aventure et que nous avons tous une responsabilité. La puissance publique comme le monde privé, les organisations syndicales comme les citoyens. On doit tous s'embarquer là-dedans et personne n'a la solution tout seul. Et en tant que modeste président d'une région, nous, notre credo, c'est de travailler la planification, faire en sorte de montrer vers où nous allons, d'entraîner avec nous l'ensemble des collectivités de Bretagne, qui, encore une fois, sont au quotidien à l'action pour beaucoup de sujets, et de montrer à nos entreprises, non pas celles qui gravitent au niveau européen, au niveau national, mais celles qui sont ancrées dans nos territoires, nos PME, nos ETI, qu'il y a un chemin et que c'est leur performance future, c'est leur compétitivité future, et que celles qui ne s'en préoccupent pas vont se retrouver à un moment heurtées par le marché qui va bousculer tout cela. Voilà l'ambition qui est la nôtre. Donc on travaille en lien avec la stratégie Fit for 55 de la Commission européenne, en lien avec la planification écologique qui a été lancée par le gouvernement et donc les tableaux qui nous ont été envoyés avec la part des efforts qu'on doit faire les uns les autres. Et j'ajoute à ça, et c'est mon dernier mot, le sujet de la souveraineté. Et pourquoi je parle de la souveraineté? C'est que si je veux faire un monde bas carbone en Bretagne, je peux par exemple dire j'arrête l'agriculture. Je peux par exemple dire j'arrête la pêche, parce qu'on pêche avec des moteurs au diesel. J'ai répondu à un bout de l'équation. Et puis après, on dépend de pays pas forcément amis pour nous nourrir. Je crois que nos concitoyens, ils veulent être certains que demain, ils auront de la santé, des services et de l'alimentation et de l'énergie qui viennent toujours à proximité. Et donc ce sujet de la souveraineté alimentaire est une obsession pour moi, de faire en sorte que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne se retrouve pas comme sur l'énergie ou comme sur la santé, dans des impasses, pour dire à nos concitoyens, bon écoutez, on n'est plus souverain pour nous nourrir, mais promis, dans 20 ans, dans 30 ans, on va essayer d'y revenir.
c'est tout aussi important que le sujet de l'énergie et que le sujet du bas carbone. Bref, faire société ensemble, c'est ça le combat, et avec un peu d'enthousiasme, parce que si on ne met pas d'enthousiasme, on n'y arrivera pas. Merci Loïc, merci. On va en parler des autres sujets. J'aimerais juste me tourner vers nos autres invités. Donc peut-être Cécile d'abord. Donc vous travaillez spécifiquement sur le développement des gaz verts. Peut-être un petit état des lieux sur ce sujet. Je vous vois à peine. Alors, bonjour à tous. Donc, chez Engie, nous travaillons évidemment sur le mix énergétique décarboné, l'électricité renouvelable, la chaleur renouvelable, mais aussi le gaz renouvelable. Donc, nous avons effectivement sur le gaz des activités, sachant que aujourd'hui, les enjeux sur le gaz renouvelable, c'est vraiment, comme l'a dit le président, des enjeux de souveraineté. Ce gaz, il est produit dans nos territoires, ce biométhane, donc il permet une certaine indépendance par rapport à ce qu'on a connu pendant la crise. C'est aussi un gaz qui permet des boucles locales. Tout ça est produit à partir de déchets agricoles, de déchets agroalimentaires ou bien de biodéchets. Et on a un retour au sol ensuite, une fois avec les digestats, une fois que ces déchets sont méthanisés et qu'on a extrait le gaz vert, on a un retour au sol du digestat. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait des fertiliseurs, donc des engrais que les agriculteurs récupèrent pour mettre dans leurs champs. Donc on décarbone aussi les engrais à la place d'engrais chimiques. Donc il y a vraiment un retour au sol et par ailleurs la création d'emplois locaux. Sur la filière, on est à peu près à 7000 emplois aujourd'hui créés dans les territoires et on a atteint à peu près en termes d'injection dans les réseaux 12 TWh, c'est l'équivalent, puisqu'on compte souvent en France en termes d'EPR, de 2 EPR et demi. Voilà, c'est à peu près l'énergie produite par 2 EPR et demi. Donc la filière est dynamique aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de possibilités de développer ces gaz verts. On envisage jusqu'à 20% de gaz vert en 2030. Aujourd'hui, on est à peu près à 3%, mais la dynamique est très active chaque année. Et clairement, on prend notre part. C'est beaucoup agricole aujourd'hui, la filière. 80% de la production est agricole en France, mais 20% est industriel. Et en tant qu'industriel, on prend aussi notre part sur le développement de cette filière. Voilà, donc pour nous, c'est stratégique, puisque nous sommes évidemment dans nos infrastructures donc des gaziers en France, avec pas mal de le transport, la distribution de gaz en France. Et clairement, on souhaite verdir aussi pour nos clients ce gaz demain pour qu'il soit durable et qu'on puisse pérenniser dans le mix une partie gazière qui, pour potentiel, nous, en tout cas, en France. Voilà. Merci Cécile. Nous allons revenir sur certains sujets que vous avez évoqués. Et Maëlle, donc Maëlle, vous incarnez un peu l'émergence des nouveaux acteurs du mix énergétique. Alors, vous allez nous parler plus spécialement du photovoltaïque. Donc, je vous laisse nous expliquer un petit peu quelles sont les alternatives. Parler photovoltaïque, je voudrais d'abord signaler qu'effectivement, cette transition qu'on est en train de vivre, c'est une formidable opportunité pour les territoires de gagner en pilotage, à la fois en pilotage et en appropriation de projets d'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables, c'est un outil très modulaire. C'est déjà modulaire à travers les filières. On a parlé, dans les énergies renouvelables, il y a de l'éolien, il y a de l'hydroélectricité, il y a de la méthanisation et il y a du photovoltaïque. Donc on va parler plus précisément photovoltaïque, car moi je travaille donc chez Solarona dans le photovoltaïque. Et donc ça veut dire que chaque territoire a toute une série de cordes à son arc à activer. Et puis si on rentre dans le photovoltaïque, par exemple, ce qui est très intéressant à avoir en tête, c'est qu'on a une grande modularité dans les supports. On peut poser du photovoltaïque sur des toits, sur des parkings, sur des terrains et même sur des plans d'eau. Donc c'est déjà un premier outil qui est hyper intéressant. Et ensuite, si on rentre dans le détail, sur le photovoltaïque, on a une grande modularité dans la taille des projets. Et encore une fois, ça permet à ce que tout le monde prenne sa part. Et donc la taille d'un projet photovoltaïque, ça commence à quelques mètres carrés, c'est-à-dire que ça touche aussi les particuliers qui vont équiper leur toiture. Ensuite, on a des projets qui vont être de taille moyenne, sur des centaines de mètres carrés, quelques petits milliers de mètres carrés. On va passer de quelques kilowatts chez le particulier à quelques centaines de kilowatts. Par exemple, ça va être le parking du gymnase, la toiture de la salle des fêtes que vous pouvez trouver dans les collectivités.
Puis, on va avoir des projets de plus grande taille, de quelques mégawatts, de quelques hectares, souvent des parcs au sol ou des très grandes toitures ou très grandes ombrières. Et après, il existe des très très grands parcs en centaines de mégawatts, mais qui restent exceptionnels. Donc, ce qui signifie que toute cette palette d'outils permet que sur chaque territoire, on arrive forcément à faire quelque chose. Et le deuxième point qui est intéressant à noter, c'est qu'au-delà de la partie technique, dans la partie montage, il existe toute une diversité de montages qui permet de répondre à vos besoins et vos possibilités. Le premier montage possible, c'est le montage classique en tiers investissement. C'est-à-dire que vous, propriétaire foncier, vous allez mettre à disposition d'un professionnel votre foncier, votre toit, votre parking ou votre terrain, et vous allez le louer pendant une certaine durée, 30, 35 ans, et vous allez percevoir le loyer. Ça, c'est ce qu'on appelle du tiers investissement. Le deuxième montage possible va impliquer le propriétaire foncier un peu plus. Il va être lui-même maître d'ouvrage, c'est lui qui va investir. Donc, il va dépenser, il va apporter les fonds propres et il va percevoir les revenus générés par la vente de l'électricité produite pendant toute la durée. Ensuite, on entre dans des montages qui sont un peu plus intéressants. Il y a un montage hybride entre le tiers investissement et le portage en propre, c'est-à-dire que le propriétaire foncier va s'associer à un professionnel et co-investir avec lui. Donc là, il y a vraiment un partage de valeur. Et si on fait un pas de plus, on va aller vers des montages en autoconsommation, où cette fois-ci, le propriétaire foncier va devenir producteur et consommateur, et lui-même, du coup, il va avoir une courbe de consommation qui va se rapprocher de sa courbe de production, et là, c'est très vertueux. Et ce montage en autoconsommation, on peut le décliner soit en tiers investissement, soit en investissement propre ou en montage hybride également. Donc ça veut dire que vous, chez vous, vous pouvez vous poser les questions et trouver le montage qui correspond le mieux à la fois à votre territoire et à vos besoins et vos possibilités. Merci Maëlle, merci pour cet éclairage. Moi, j'aimerais revenir sur un point. Tout à l'heure, on en discutait justement avec Jeanne Lemoine et François Msalem, le maire de Dijon. On parlait pourquoi on n'arrive pas à accélérer si les projets sur papier, là, on voit que c'est formidable. Pourquoi on n'arrive pas à accélérer? On parlait justement des réglementations. Donc, il n'y avait pas assez de souplesse, pas assez de flexibilité. Vous qui êtes sur le terrain, donc peut-être, je commence par vous, Loïc, c'est compliqué aujourd'hui? D'abord, c'est compliqué par essence. Un pays démocratique comme le nôtre, il a un certain nombre de garde-fous et de droits de recours des citoyens et des associations qui doivent continuer à exister, mais il faut certainement, effectivement, permettre à celles et ceux qui veulent contester un projet de pouvoir le faire et avoir une réponse par les textes plus rapides. Faire en sorte que le droit soit dit plus vite et qu'on soit capable ensuite d'aboutir. Il y a un deuxième, à mon avis, objectif, c'est de faire en sorte d'avoir des concertations avec les territoires en amont des projets. Si je prends les parcs éoliens en mer, le parc de Saint-Brieuc, il a commencé à produire avant-hier 100% de son énergie avec ses 60 et quelques éoliennes et les 500 mégawatts posés au large de Saint-Brieuc. Le projet, il a été lancé en 2008. 2008. Nous sommes en 2024. C'est épuisant pour tout le monde. Les négociations avec les pêcheurs de 2008-2010 ont été oubliées par les acteurs, puisqu'en moyenne, un gars à la pêche, il reste 7 ans. Donc forcément, les gens, quand on a commencé à aller planter des pieux dans la mer, ils ont dit « mais vous êtes gentils, mais nous, on n'a pas été concertés ». Ah si, juridiquement, vous avez été concertés il y a 14 ans. Ouais. Ça ne marche pas. Donc il y a ce sujet de comment on anime nos territoires, comment on entraîne nos concitoyens vers ces changements qui peuvent les impacter. Quand on parle d'une éolienne, quand on parle en mer ou une éolienne sur terre, quand on parle de modification de certains paysages parce qu'il faut mettre des panneaux solaires, ça peut générer des réactions, notamment dans des endroits où nous avons quelques retraités. Et en Bretagne, je vous assure que nous avons quelques-uns qui achètent le paysage en même temps qu'ils achètent leur maison. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est effectivement l'argent. Parce qu'il y a des retours sur investissement, mais qui sont très longs. Et nous avons, nous, collectivités, et c'est légitime, des contraintes budgétaires et financières. Moi, j'ai un taux d'endettement que je ne peux pas dépasser. Si je vais plus loin que ce taux d'endettement, j'ai des difficultés financières immédiates avec des remboursements de prêts immédiats sur d'autres projets. Et donc, quand on me dit que j'ai 1 milliard d'euros à mettre pour décarboner mes lycées, 115 lycées en Bretagne, 1 milliard d'euros pour décarboner les lycées, moi, au mieux, je mets 80 millions par an. Au mieux, je mets 80 millions par an. Et la même chose pour les ménages, qui doivent trouver des capacités pour investir, alors qu'ils ont des factures d'énergie trop élevées. Et je ne parle pas des entreprises qui ont déjà à financer leur métier et qui doivent maintenant
inventer des solutions pour produire leur propre énergie et essayer de se soustraire des fluctuations des factures. Donc là aussi, il faut un cap clair, être capable d'inventer peut-être de nouveaux outils financiers qui sont en train de s'inventer pour pouvoir accompagner les différents acteurs, privés ou publics. Et pour la puissance publique, certainement différencier dans la dette qui permet d'effacer le fossile de la dette qui est de la dette pour construire un équipement public répondant à des besoins de la population, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça me semble une piste à creuser depuis l'échelle européenne jusqu'à la comptabilité budgétaire nationale. Peut-être... petit sujet, ce que vous disiez à l'instant, et Maëlle aussi, donc sur le photovoltaïque, et vous parliez de l'éolien. L'acceptabilité, comment ça se passe justement? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont plus... Enfin voilà, on comprend les enjeux, on comprend vers où on veut aller, et est-ce que c'est simple, justement, en tant que territoire, d'avoir ces conversations un peu avec les citoyens et avec les autres acteurs? Et aussi peut-être, Maëlle, vous pouvez rajouter sur le photovoltaïque, vous, ce que vous observez. Alors, sur l'acceptabilité ou le... Oui, l'acceptabilité. Ouais. Alors, sur l'acceptabilité, effectivement, sur les projets au sol, photovoltaïque au sol, ça commence à être un sujet. Et du coup, on voit bien qu'il faut vraiment choisir ses emplacements et pas faire n'importe quoi et n'importe où. Il y a des enjeux d'acceptabilité à la fois locale sur le paysage, mais également en termes de biodiversité. Après, nous, on le voit, et ça rejoint les freins et la besoin d'un cap clair. Il y a des projets qui sont les petits projets photovoltaïques, qui sont notamment en toiture ombrière et qui vous intéressent beaucoup parce qu'elles répondent à des obligations de solarisation. Donc c'est vraiment une obligation, sur lesquelles il y a une aide de l'État qui est octroyée pendant 20 ans, avec un tarif qui permet de sécuriser l'investissement, parce que c'est très capitalistique, les énergies renouvelables. Et ce tarif, il a baissé de près de 15% en 6 mois. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, des projets sur lesquels nous, opérateurs, on était capables de faire une proposition à des collectivités, à des industriels, en disant « Ok, moi, je vous couvre votre toiture, je vous fais le parking, je vous mets les ombrières ». Aujourd'hui, on n'est plus capable de le faire. Et donc, on a vraiment besoin d'un cap clair, de visibilité sur le plan économique. Ça, c'est un des gros freins qu'on a aujourd'hui. Vous voulez réagir, Loïc? Je veux juste dire que sur la planification, il faut que, sur l'acceptabilité, il faut que nous soyons au clair sur ce que nous voulons. Nous voulons sortir du fossile. Il va falloir des choix par rapport à cela. En Bretagne, par exemple, le sujet de la méthanisation, si vous allez dans la rue et que vous demandez est-ce que vous êtes d'accord pour la méthanisation, les gens vont vous dire souvent non, parce qu'ils ne connaissent pas le sujet de la méthanisation. Alors qu'on peut très bien, en Bretagne, intégrer la méthanisation dans notre modèle agricole. C'est ça l'enjeu. Le premier métier des agriculteurs, c'est de nous nourrir. Si on garantit à nos agriculteurs et à la population qu'on va continuer à les nourrir avec l'agriculture, mais qu'en plus de cela, on va pouvoir produire de l'énergie et puis générer les boucles vertueuses dont vous avez parlé, madame, par exemple, en faisant des engrais non issus du fossile et non issus de la chimie, c'est quelque chose qui permettra l'acceptabilité, mais ça veut dire aussi qu'il y a un contrôle qui doit être mené au plus près du terrain. Et je plaide pour que les régions qui ont la responsabilité de définir les schémas d'aménagement des territoires, les schémas de transition énergétique, puissent travailler, et on le fait avec Engie par exemple en Bretagne, pour dire voilà la bonne méthanisation et voilà la méthanisation qui n'est pas bonne, non pas parce qu'elle est trop grosse ou trop petite, c'est pas souvent ça le sujet, mais parce qu'elle n'intègre pas l'enjeu de production alimentaire pour les humains. Et c'est la même chose sur le panneau solaire au sol. Panneau solaire au sol, dans le sud de la France, voire le sud de l'Europe, c'est tout à fait acceptable parce qu'il y a une mutation du système agricole qui est en cours. Et il y a des terres, malheureusement, où on ne pourra pas produire comme on produisait des céréales avant. En Bretagne, là où on a encore des vaches qui pèsent dans les champs et où on a encore la chance de pouvoir faire du maïs ou des céréales sans irrigation, mettre du panneau au sol, c'est aberrant. Voilà, donc il ne faut pas le gérer de Paris, il faut le gérer dans les territoires, une ambition européenne, et on s'arrête ensuite dans les territoires pour comprendre les problématiques qui existent sur chacun de nos territoires. Peut-être, Cécile, vous êtes quand même un acteur majeur aussi du renouvelable. Ce serait intéressant d'avoir votre observation, ce que vous voyez sur le terrain à ce sujet. Alors moi, je rejoins tout à fait le fait qu'il faut qu'on s'adapte aux territoires et aux régions. On ne peut pas développer partout toutes les énergies renouvelables sur tous les territoires. Donc région par région, il faut voir les atouts des territoires, l'acceptabilité évidemment, et la possibilité de développer ces énergies renouvelables. Donc clairement, le panneau solaire dans le sud-est complètement. Il y a certaines régions où c'est moins le cas.
Sur le biométhane, c'est pareil, il y a des régions plus agricoles que d'autres. Donc là où on va aller chercher, notamment l'Est de la France, avec les grandes zones céréalières, là, il y a aussi des potentiels sur des grosses unités. Voilà, donc il faut vraiment ce dialogue-là. Et les STRADET, je pense aussi des régions, c'est-à-dire les schémas directeurs, vont permettre d'intégrer aussi ça. Et donc il faut un dialogue nourri au niveau de la région, parce que je pense que la région, c'est vraiment le bon niveau en termes d'aménagement du territoire. Il y a la maille suffisante pour pouvoir avoir ces débats sur des choses un peu massives. Deuxième chose, l'acceptabilité, bien sûr, on l'a dit, et c'est notre responsabilité en tant qu'énergéticien d'avoir cette acceptabilité des territoires sur les projets qu'on développe. Donc, chez Engie, on a développé donc un label qui s'appelle le label TED, Transition énergétique durable, depuis 2 ans et qu'on applique à tous nos projets, donc électricité renouvelable, biométhane. Tous nos projets passent par cette certification avec le Bureau Veritas. Donc, on travaille sur 3 axes. Le territoire, c'est-à-dire comment on explique les retombées positives sur les territoires, comment on va voir la commune régulièrement pour chaque année lui expliquer les retombées positives. Ensuite, on travaille sur évidemment la nature, l'impact sur la biodiversité, les études d'impact initiales sur le projet, comment on remet de la biodiversité, donc on reboise, on reforeste aussi et on compense. Ça, c'est très important. Et enfin, le climat, c'est-à-dire comment on peut mesurer la décarbonation de nos projets, les économies de CO2 qu'on réalise avec nos projets, parce que ça aussi, ce n'est pas toujours visible des citoyens, pour qu'ils comprennent aussi que tout ça, c'est bon pour la planète et qu'on arrive avec ça à faire ces économies. On a aussi, dans tous ces engagements, beaucoup d'engagements de formation, en fait, d'appropriation de ces énergies renouvelables, de formation des écoles, notamment aussi par les écoles, pour qu'on puisse aussi acculturer les gens, leur faire comprendre tout l'intérêt de ces projets. Donc très souvent, en fait, ces sujets-là, c'est, vous l'avez dit, un problème de compréhension. Qu'est-ce qu'on fait et quelles sont toutes les mesures qu'on prend pour justement faire quelque chose de durable, de soutenable et de durable dans les territoires. Ces projets, c'est 15 ans, 20 ans. On investit dans la durée. Et enfin, je rejoins aussi, bien sûr, le sujet administratif. On peut, alors évidemment, l'éolien offshore, c'est 15-20 ans, mais même sur l'éolien terrestre ou du biométhane, on peut mettre 10 ans. 10 ans entre le début d'amorçage d'un projet et la mise en service de l'installation. Alors évidemment, on a des recours, on a tout le droit administratif, mais voilà, on a vraiment une lenteur qu'il faut absolument accélérer. Pourquoi pas externaliser, et puis l'administration peut aussi avoir recours, c'est le cas en Angleterre, à des prestataires externes pour traiter aussi tous ces dossiers. On ne dit pas qu'il faut embaucher plus de fonctionnaires. Bien sûr, oui. Il peut y avoir aussi des schémas publics-privés intéressants pour accélérer, parce qu'ils sont évidemment complètement overbookés par tous ces dossiers. On ne mésestime pas le travail à fournir pour respecter toute la réglementation, mais essayons de trouver des solutions pragmatiques. Je pense. Et pourquoi pas Prenez votre micro, Loïc, comme ça vous pouvez parler. Avant de sous-traiter au privé, ce qui peut effectivement être utile, et ça m'arrive aussi, l'État peut sous-traiter aux collectivités locales. Je pense qu'on sera plus rapide. Alors, justement, peut-être, ça fait une bonne transition, en tout cas, Cécile, par rapport à ce que vous disiez, justement. C'était la dernière question, on a quelques minutes, et la question s'adresse à tous les trois. Vraiment, justement, la question de l'accélération. Maintenant, comment est-ce qu'on peut accélérer? On a parlé de quelques freins, les freins liés à l'acceptabilité, l'administratif, etc. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour pouvoir accélérer sur ce sujet de mix énergétique et vraiment aller de l'avant? Qui veut commencer? Ce qui a été dit, une vérité, c'est que toutes les entreprises aujourd'hui ont intégré que c'est indispensable pour leur survie. Je dis bien pour leur survie. Une entreprise qui est hyper dépendante d'une énergie carbonée, fossile, elle va, dans les années qui viennent, mettre en péril son modèle économique et ses emplois. Tout le monde l'a compris, les collectivités l'ont compris aussi. Donc il y a, encore une fois, des freins administratifs. Il y a une pédagogie à faire auprès des citoyens par rapport à l'acceptabilité sociale. Et il faut faire en sorte de comprendre que ces investissements qui se chiffrent en centaines de milliards d'euros, à l'échelle européenne, c'est même en milliers de milliards d'euros pour les années qui viennent, ils ne vont pas permettre de faire des gains de productivité. Et bien ça, c'est quand même compliqué à comprendre. Dans le passé, on investissait des milliards et on gagnait en productivité. On s'achetait des biens et des services moins chers grâce à l'industrialisation. Là, on va devoir investir énormément, pas pour gagner en productivité, mais pour décarboner, défossiliser notre économie. Donc, de fait, ça ne va pas se payer par les gains. Et ça, il faut le comprendre. Et il faut donc
débattre des sujets de fiscalité, débattre des sujets de comment on fait tourner les modèles économiques, comment on fait tourner les modèles publics pour les années qui viennent. Sinon, on va droit à la catastrophe démocratique. On va droit à une tension, une division de la société très profonde qui se réglera soit dans les manifs, soit dans les urnes. Il faut travailler ça. Une région, elle fonctionne avec un bout de TVA, et sinon, c'est carte grise et taxe sur les carburants. Donc moi, plus je mets des gens dans les cars et les trains, moins les gens achètent des voitures, moins les gens font le plein, et moins j'ai d'argent. On est dans un monde de Shadok. C'est juste fou. Donc moi, il faut que les gens achètent des Hummer au diesel pour que je gagne plus d'argent. Mais en même temps, je dois faire des trains et des transports en commun. C'est juste dingue. Cette fiscalité, elle est ringarde. Maëlle? Alors pour accélérer, je reviens sur le frein économique dont on a parlé. Si on donne la visibilité, on peut avoir des projets qui vont très très vite, c'est des projets très rapides, et on peut les débloquer, donc ça ira vite. Et deuxième frein, c'est un frein plutôt juridique, c'est aidons les collectivités à participer dans ces projets, levons-leur les contraintes qui font que c'est quand même un peu compliqué de monter des projets avec des collectivités, de faire des projets en autoconsommation, de gérer le code de la commande publique, etc. Donc simplifions les choses. Et on ira certainement plus vite. Et demain, on sera tous des producteurs, à la fois au titre privé ou professionnel, et on sera tous des consommateurs vertueux éclairés si on fait ce choix et si on y va. Cécile? Alors moi, pour compléter, je finirai avec avoir une transition énergétique abordable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une énergie verte à un prix qui soit abordable et raisonnable pour tout le monde. Parce que c'est ça qui fera qu'on démocratisera aussi. Absolument, tout est lié, c'est l'enjeu. Et qu'on facilitera l'acceptabilité de ces filières. Donc ça aussi, c'est à notre charge. Et donc l'industrialisation est aussi nécessaire pour atteindre des coûts et atteindre des prix à la fin aux consommateurs qui soient donc abordables pour tous. Il ne faut pas que ça soit une transition uniquement pour les plus aisés. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à cette énergie verte. Voilà, donc ça, c'est aussi un vrai enjeu. Et avoir une vision industrielle en France, ça permettrait d'accélérer l'atteinte de ces prix abordables à terme. Qui est un des objectifs du développement durable. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Je vous laisse. Merci. Alors, quatrième et dernière thématique de la matinée, une thématique importante, la gestion de l'eau. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnes. Nous avons avec nous le maire de Nice, Christian Estrosi, le président du SIAP, François-Marie Didier, le directeur général du groupe Caisse des dépôts, Éric Lombard, et enfin, Éric Orsena, écrivain, académicien et président d'Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Merci de les accueillir.